Laurent Tessier est maître de conférence à l'Institut catholique de Paris et son intervention, sa communication va porter sur les enjeux anthropologiques à l'usage du numérique. Voilà, alors Laurent Tessier va nous parler notamment de la notion d'émancipation numérique et d'humanité numérique. Voilà, pour terminer. Je me suis présenté rapidement tout à l'heure, donc juste effectivement pour redire que je suis enseignant-chercheur à l'Institut catholique de Paris. Je travaille sur ces questions d'éducation numérique, disons, depuis une douzaine d'années, à la fois donc comme enseignant, comme chercheur, et puis aussi en participant au pilotage de l'établissement ICP, d'abord en tant que doyen de la faculté d'éducation, puis en tant que vice-recteur en charge du campus numérique. Donc voilà, j'ai été à la fois, je dirais, du côté pratique et du côté théorique sur ces questions de gouvernance et d'intégration du numérique dans la gouvernance d'un établissement d'éducation. À partir de ça, alors, on m'a demandé d'intervenir effectivement sur donc, les enjeux anthropologiques du numérique, des usages du numérique à l'école. C'est pas la première fois, pour moi c'est intéressant parce qu'en fait, plusieurs fois, on m'a demandé d'intervenir dans le cadre de propositions de l'enseignement catholique sur cette question des enjeux anthropologiques. Pour moi, ça m'interroge toujours un petit peu parce que, d'une certaine manière, c'est plus facile, ce serait peut-être plus facile de se demander quels sont les enjeux sociaux du numérique, qu'est-ce que ça change dans l'entreprise, hein, on l'a dit, qu'est-ce que ça change dans la famille, dans l'école. Quand on se pose la question de la dimension anthropologique, ça veut dire qu'on va aller un petit peu plus profondément, on va aller sur des questions un petit peu plus fondamentales, et il me semble que ça implique en particulier que qu'on pense que d'une manière ou d'une autre, non seulement le numérique change la société, et ce sur quoi on serait sans doute à peu près tous d'accord, on va dire voilà, il y a une révolution numérique, tous les secteurs de la société font leur transition numérique, ça a été dit, etc. Mais ça veut dire qu'on pense peut-être plus profondément que le numérique change l'être humain lui-même. C'est-à-dire l'être humain lui-même change à cause de la révolution numérique. Peut-être la première question à se poser, c'est de se demander est-ce que c'est vraiment le cas, quoi ? Est-ce qu'on est vraiment dans une situation où l'humain changerait en profondeur ? Alors évidemment, ce discours de rupture anthropologique, c'est un discours que nous vendent un peu les gourous de la Silicon Valley depuis 20 ans, peut-être même plus. Vous avez peut-être vu cette semaine que le PDG de Google avait déclaré que l'invention de l'intelligence artificielle, donc notamment par Google, était plus importante que la découverte du feu donc pour l'humanité. Donc effectivement, ça veut dire qu'on pense qu'avec ce type d'innovation technologique, on a une rupture anthropologique, on change d'humanité. Dans le cadre de l'éducation, plus précisément, cette idée de rupture anthropologique, elle est portée par un courant qu'on a commencé à évoquer très rapidement tout à l'heure, qu'aux États-Unis, on appelle, et de plus en plus en France, on appelle le courant des EdTech, donc pour Educational Technologies, et dont l'un des gourous les plus connus a été quelqu'un qui s'appelle Mark Prensky, et donc qui est l'auteur d'un texte qui date de 2001 et qui a été très marquant, dont vous avez sans doute entendu parler d'une manière ou d'une autre, un texte qui s'appelait Digital Natives, Digital Immigrants, et donc qui est à l'origine de cette idée qu'il y aurait des natifs digitaux, et donc une nouvelle génération donc de natifs digitaux qui s'opposeraient à des immigrants donc dans le monde numérique, avec l'idée que les adultes, les personnes au-delà d'un certain âge seraient donc des immigrants dans le monde numérique. Je développe pas cette théorie que vous connaissez sans doute parce que voilà, c'est des choses qui restent très prégnantes, et on parle très souvent encore maintenant des digital natives, même si entre parenthèses, quand Mark Prensky en parlait, il en parlait à propos des adolescents en 2001, donc c'est-à-dire de gens qui ont en fait maintenant 30 ans ou 40 ans. Mais l'idée qu'il y a derrière, en tout cas, il y a une théorie anthropologique derrière ça. C'est-à-dire, il y a l'idée qu'on a une rupture entre des générations et qu'on n'a plus tout à fait affaire à la même humanité tout d'un coup, de manière très forte.
donc avec un changement très fort. Ce mouvement des EdTech, je le disais, il est porteur donc de cette vision de rupture anthropologique. C'est un mouvement qui arrive en France plus tardivement que dans d'autres pays européens et que dans d'autres pays aussi du monde, et anglo-saxons notamment. Mais on est dans un moment d'accélération là assez forte, puisqu'on a un nouveau ministre de l'Éducation qui est très favorable voilà, à ce courant. Et puis ce qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, le fait de se dire qu'à partir de maintenant, le ministère allait faire beaucoup plus appel à des acteurs privés pour développer des applications, etc., qui seront proposées aux établissements. Bon, voilà, on voit qu'on a un changement de logique, qui est un changement organisationnel, mais en fait qui repose aussi sur un changement philosophique important. On voit aussi que ce courant des tech, je dirais, il remet en cause ou il challenge le paradigme historique français d'éducation numérique, la manière historique française de concevoir l'éducation numérique, avec, je dirais, une vision humaniste à la française, ça a été évoqué ce matin, voilà, qui est ancrée assez profondément et qui est même antérieure à la question du numérique. C'est-à-dire quand vous regardez l'éducation à l'informatique, le plan informatique pour tous dans les années 80, etc., voilà, il y avait cette vision humaniste qui était sous-jacente et qui là donc est challengée par ce nouveau paradigme, cette nouvelle vision de l'éducation numérique. Si j'essaye de résumer peut-être en 3 points ce que serait cette vision anthropologique qui est propre au EdTech, donc qui est propre à cette nouvelle manière de concevoir l'éducation numérique. C'est l'idée que grâce aux technologies, on fait évoluer de manière significative les capacités d'un être humain et que ce sur quoi on va travailler en fait dans le champ du numérique, c'est sur l'augmentation des interactions entre les hommes et les machines pour amener à notamment plus de productivité. La question de l'homme augmenté, juste pour le dire en un mot, elle avait été posée d'abord, peut-être, disons, dans le champ de la santé, mais en lien aussi avec les technologies. Vous vous rappelez peut-être qu'il y a une dizaine d'années, il y avait un coureur en situation de handicap qui s'appelait Oscar Pistorius, qui courait donc avec qui n'avait pas de jambes, enfin, donc qui courait avec des lames de métal, donc avec un dispositif technologique qui lui permettait de courir. Et en fait, petit à petit, cette technologie qui lui permettait de courir était de plus en plus améliorée, au point où en fait, il arrivait à courir plus vite que des coureurs valides. Et évidemment, ça posait la question, est-ce qu'il court avec les coureurs valides? Est-ce que s'il gagne contre les coureurs valides, mais en étant porteur d'une technologie qui l'augmente, qui augmente ses capacités, est-ce qu'on peut faire ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut laisser des personnes courir avec des dispositifs technologiques alors que d'autres n'en ont pas, etc. Donc, la question de l'augmentation des capacités humaines par rapport aux technologies. Et le troisième point, là aussi, que je signale, parce que si je rentre dedans, ça m'oblige à des longs développements, mais je le signale quand même, dans ce courant, il y a un lien particulier et fort avec la question des neurosciences, et là aussi avec l'idée que, en s'appuyant sur les résultats récents des neurosciences, on va pouvoir augmenter les capacités cognitives des apprenants. Augmenter, oui, là aussi, la productivité, l'efficacité, etc. Face à cette vision, ce paradigme anthropologique des EdTech, pour employer des grands mots, mais si je dis paradigme, ça veut dire qu'on est face à quelque chose où il y a effectivement une dimension anthropologique, une dimension philosophique, il y a en même temps des outils, il y a en même temps des pratiques pédagogiques qui sont associées, donc c'est tout un ensemble vraiment de vision, de conception de l'éducation numérique qui est en jeu. Aujourd'hui, à mon sens, il y a essentiellement un autre paradigme qui permet de penser les enjeux anthropologiques du numérique et qui est ce qu'on appelle les humanités numériques, qui là aussi a un mouvement très important, pareil, qui vient d'abord du monde anglo-saxon, mais qui aujourd'hui est très étendu dans beaucoup de pays occidentaux, mais pas seulement, et pareil, avec une dynamique assez forte en France. Alors je ne vais pas refaire là aussi tout l'historique des humanités numériques, mais l'idée générale, c'est de se dire que on a des chercheurs qui viennent d'abord de ce qu'on appelle
dans le monde anglo-saxon les humanities, hein, c'est-à-dire qu'on appellerait en France plutôt les sciences humaines, c'est-à-dire la littérature, l'histoire, la philo, etc., qui vont se poser la question, qu'est-ce que ça change dans nos disciplines à nous d'utiliser le numérique, puisqu'on voit, enfin, l'utilisation du numérique, évidemment, quand vous êtes en sciences de l'ingénieur, en sciences dures, on voit bien ce que ça change d'une certaine manière, mais c'est peut-être moins évident quand vous êtes dans le champ des sciences humaines. Et donc, on a un mouvement comme ça de chercheurs qui a commencé à se poser la question, nous, qu'est-ce que ça change dans notre manière d'enseigner, dans notre manière de chercher? Et au-delà de ça, évidemment, question plus importante aussi, qu'est-ce que ça change à notre conception des humanités, et avec l'idée aussi qui s'était un peu perdue en France, qui revient, hein, c'est-à-dire l'idée que dans ces études, et notamment quand on arrive au lycée, et puis dans le passage qu'on appellerait aujourd'hui Bac-3, Bac+3, enfin le lycée et puis le début de l'université, on fait ces humanités, c'est-à-dire on va apprendre des compétences de base qui vont nous servir ensuite, quelle que soit notre vie personnelle, quelle que soit notre vie professionnelle. Et donc, évidemment, que le numérique va en faire partie et va les reconfigurer. Donc, on n'est pas seulement dans des changements à l'intérieur des disciplines, mais là aussi, on est dans un changement qui, d'une certaine manière, est un changement anthropologique. La dimension... je vais passer à la slide, merci. La dimension anthropologique des humanités numériques, elle a été notamment pensée, je le signale, par un chercheur qui s'appelle Milad Douei et qui a publié notamment un ouvrage et puis qui s'appelle Pour un humanisme numérique. Et donc là aussi, avec l'idée de penser non seulement des humanités numériques, c'est-à-dire ce moment d'éducation où on va apprendre des compétences fondamentales aux apprenants et qui vont inclure le numérique, mais aussi de se poser la question du renouvellement de l'humanisme lui-même, et donc de faire ce retour à cette question de l'humanisme. Le premier, je le citais, hein, c'est dans cette vision anthropologique, donc il y a l'idée qu'il y aura une rupture générationnelle, donc entre deux générations, alors malgré tout, voilà, c'est difficile à situer puisqu'on voit bien que ça se prolonge dans le temps. Le deuxième point, c'est une vision, alors qu'on appelle parfois post-humaniste, transhumaniste, etc., ou une vision de l'homme augmenté. Je voulais essayer de faire le lien quand même avec la question générale de cette journée qui était quand même... Et puis du projet Ange, qui était la question de la gouvernance d'un établissement scolaire. C'est quand même ce qui vous occupe pour la plupart essentiellement. Alors, on l'a vu hein, depuis le début de la journée, le développement des usages du numérique dans les institutions d'éducation, quelles qu'elles soient, ça peut répondre à différentes logiques. L'enjeu, ça peut être de diversifier les pratiques pédagogiques des enseignants. On en a pris plusieurs exemples, évidemment, ce matin. Ça peut être d'améliorer l'efficience dans la gestion des établissements. Là aussi, je ne développe pas, mais je pense que vous voyez bien à quoi je fais référence. Mais évidemment, plus profondément, je pense que on serait sans doute tous d'accord, il me semble, sur le fait que l'enjeu principal de l'usage de technologies nouvelles à l'école et puis voilà, à l'université, c'est avant tout de préparer les plus jeunes à un monde dans lequel la place du numérique est devenue pratiquement incontournable, difficile à contourner. Je pense que dans les échanges même qu'on a eu ce matin, on voyait bien qu'il y a un consensus sans doute assez fort sur cette idée que dans l'éducation, il faut que d'une manière ou d'une autre, on ait un usage raisonné des technologies numériques, plutôt qu'une stratégie de sanctuarisation par rapport aux technologies. Même si on voit bien que là aussi, en France, puis dans d'autres contextes, on est dans des situations qui peuvent être un peu ambiguës. C'est-à-dire que quand d'un côté on dit, effectivement, sur un niveau scolaire, on va interdire les smartphones, et puis que dans le même temps, on pousse à fond pour qu'il y ait de plus en plus de tablettes, etc. Enfin, voilà. Donc, cette logique de sanctuarisation par rapport à des dangers éventuels des technologies, elle reste quand même présente, hein, notamment en France. Et donc, il y a du tiraillement. Malgré tout, voilà, on n'est pas dans une logique de sanctuarisation absolue vis-à-vis des technologies, dans la très grande majorité des cas. Un contre-exemple qu'on pourrait citer, parce qu'il se développe quand même de plus en plus en France, puis sur le continent américain c'est très fort, c'est le réseau Steiner-Waldorf, où là pour le coup on a des établissements qui font souvent le choix de n'avoir absolument aucune technologie d'aucune sorte pendant tout le cursus scolaire. Et voilà, là on est sur un positionnement qui d'une certaine manière est aussi un positionnement
anthropologique un peu de fond, et qui est de dire que la créativité, en fait, on ne la développe pas avec les outils numériques, on la développe plutôt en fabriquant des objets, en bois, etc. Voilà. Mais sans doute, pour la plupart des gens qui sont ici, ce n'est pas le cas. Et donc, on est plutôt dans cette logique de se dire, il faut trouver des moyens de le faire d'une manière qui soit pertinente, raisonnable, qui s'appuie sur une forme d'humanisme, etc. Donc, je dirais que dans le cadre de vos projets d'établissement, vous allez plutôt rechercher, la plupart du temps, une sorte de voie médiane, où on n'est ni dans le rejet global des technologies, ni non plus dans une sorte de techno-enthousiasme frénétique où on veut mettre de la technologie partout. Et je pense que personne ici, sans doute, ne serait sur ce type de positionnement. Alors, justement, il me semble que ce mouvement des humanités numériques, il permet de penser cette voie médiane. Et là aussi, j'ai essayé de lister trois principes très, très généraux, mais que je vous soumets vraiment pour la discussion. Qu'on a commencé d'ailleurs à évoquer ce matin en partie, je pense. La première idée, c'était d'être capable de définir des lieux et des temps d'usage et de non-usage des technologies en équipe, avec l'équipe de l'établissement, et là aussi avec une mise en cohérence. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Si on a des enseignants qui font chacun leur projet dans leur coin, d'abord il peut y avoir des redondances, ou au contraire il peut y avoir un éclatement dans l'usage des outils, et puis les élèves n'arrivent plus à comprendre et à se situer. Donc c'est important qu'il y ait cette cohérence, et avec, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'insiste un peu dessus parce que je pense que c'est un moment, enfin c'est quelque chose d'important, à la fois des lieux identifiés qui permettent de faire ça, et des temps identifiés qui permettent de faire ça, à la fois des temps pour les élèves et des temps pour les enseignants. La deuxième chose que j'avais notée, c'était profiter de ce questionnement un peu fondamental sur la place du numérique pour repenser la question de l'ouverture de l'établissement sur le monde. Je parlais de sanctuarisation tout à l'heure. Le numérique, sans doute, ça oblige. De fait, on ouvre l'établissement par les outils, c'est-à-dire qu'il y a des outils, ça a été dit tout à l'heure aussi, qui permettent... virtuellement, je dirais, les élèves entrent et sortent en permanence de l'établissement via leurs outils numériques. Mais je pense que ce n'est pas seulement ça. C'est aussi se dire qu'on a besoin de faire venir des intervenants extérieurs qui vont maîtriser ces outils, qui vont amener d'autres compétences à l'intérieur de l'établissement, parce que même si vous avez des profs qui sont, pour certains, des geeks, qui savent un peu faire des trucs, etc., on n'a jamais toutes les compétences à l'intérieur d'un établissement, et puis les compétences, elles évoluent très très vite aussi. Et faire sortir aussi les élèves et les profs de l'école pour aller voir des lieux, peut-être aller dans des tiers-lieux qui sont les Fab Labs, etc., qui créent aussi un nouvel écosystème, un nouvel environnement autour des établissements scolaires, et qui peuvent être mobilisés pour ça, qui sont aussi des lieux éducatifs d'une certaine manière. Et là encore, on va trouver d'autres types d'outils, d'autres types de méthodes qui vont pouvoir alimenter le processus éducatif de l'établissement. Là aussi, ces lieux, ils vont être... Je disais, hein, les compétences évoluent très vite, les technologies, évidemment, évoluent très vite aussi. Là aussi, je passe très vite parce que, pareil, c'est des choses qu'on a évoquées, mais la question de l'équipement... Bon, c'est sûr que si on équipe tout l'établissement en tablettes, mais que l'année d'après, les tablettes elles sont obsolètes, bon, ben, voilà, on s'est été dit, après, c'est une problématique très ancienne, hein, qu'on connaît très bien, mais pour autant qui ne sont pas vraiment résolues, qui existaient déjà à l'époque du multimédia. Voilà. En tout cas, sortir, voilà, ouvrir, repenser la question de l'ouverture de l'établissement sur le monde à l'occasion de cette réflexion sur le numérique. Et dernier point, voilà ce que j'avais commencé à dire à propos de l'ouvrage de Milad Douai, former plutôt des humanistes numériques que des humains augmentés. Enfin, je dirais en particulier, parce qu'il y a une grande partie des gens ici qui sont dans le cadre de l'enseignement catholique et dans le cadre des projets qu'on construit au niveau de nos établissements. Voilà, ça me semble un principe général, philosophique, qui peut avoir une valeur, en tout cas de réflexion, de se dire comment on fait pour former des élèves, des étudiants qui vont être des humanistes numériques, c'est-à-dire deux choses en fait essentielles, des élèves et des enseignants, on pourrait dire, qui vont avoir un rapport critique aux technologies,
non pas seulement qui vont savoir les utiliser, mais surtout qui vont savoir se positionner par rapport à ces technologies. Ah, évidemment, je citais Google tout à l'heure. Google, c'est très attractif pour les élèves, pour les enseignants. Enfin, moi qui travaille à la formation des enseignants continuellement, ou à l'Institut Cato, voilà, on travaille à la formation des enseignants, l'enseignement catholique, en lien avec les ISFEC, avec les instituts de formation de l'enseignement catholique. Donc on voit passer en permanence les jeunes profs qui commencent à aller sur le terrain, etc. Bien sûr, un jeune prof, le truc le plus facile, c'est je vais créer un Google Doc et puis pour faire le truc en partenariat. Alors c'est super, et évidemment, la suite Google, c'est des outils qui sont extrêmement puissants, extrêmement faciles à utiliser, que souvent les élèves connaissent déjà, donc il y a une facilité à utiliser ces outils. En même temps, on sait aussi que quand on utilise la suite Google, on donne toutes ses propres données, toutes les données de ses élèves à Google, qui va les utiliser pour faire de multiples choses. Donc avoir cette vision critique sur les outils, peut-être effectivement, comme ça a été dit très rapidement aussi, mais je pense que c'est fondamental, développer l'usage d'outils libres, d'outils open source, d'outils dont on connaît la provenance, les fonctionnements. Voilà. Donc développer ce rapport critique. Pas être uniquement dans la... Je dirais, l'idée de l'humain augmenté, c'est qu'on est dans la question de la performance, et qui est importante aussi, hein, mais pas être uniquement dans la performance, mais aussi dans la construction de ce regard critique, avec l'idée plus générale, je dirais, qui est liée à l'humanisme, qui est la question de l'émancipation. Et donc finalement, l'idée de se dire que non seulement on construit une éducation au numérique, dans le sens où on va permettre de découvrir ce que c'est que le monde numérique, ce que c'est que les outils, etc., mais on va donner les outils et la possibilité aux élèves et aux enseignants de construire une véritable émancipation numérique, c'est-à-dire d'utiliser ces outils tout en étant libre vis-à-vis de ces outils. Et je vais m'arrêter là.